protection des archives du président de la République, qui est quand même dit on ne remet pas les archives de la présidence de la République entre les mains de n'importe qui. Donc, il faisait donc allusion au fait que la loyauté d'un certain nombre de personnes originaires du Rwanda dans l'appareil d'État congolais pouvait être sujette à caution. Et à partir du moment où on considère cela, et le cas d'Azaria Jouberoa aujourd'hui est un élément qui devrait être un élément de débat au Congo, tout comme le cas vous avez évoqué le cas de Bosco Taganda, mais il y a le cas de Laurent Kunda. Laurent Kunda a été connu pendant toute la période 2004, 2005, 2006 comme étant un Congolais. Et il se trouve que ce sont les Nations Unies qui disent qu'il n'est pas Congolais. Et donc, monsieur, dans le même temps, il avait quand même été nommé par le président Joseph Kabila, général de l'armée congolaise. Donc, quand on a des situations comme celle-là qui portent lourdement atteinte à la souveraineté du pays, parce que des gens qui n'ont pas, qui manifestement ont des problèmes de loyauté avec les institutions de la République démocratique du Congo, dès lors où cette question-là est posée, est mise sur la table, il est important que le Parlement congolais s'en saisisse, et il est important également que les plus hautes autorités de l'État s'en saisissent. Je dirais, et là c'est une parenthèse que j'ouvre, que je vais refermer aussitôt, c'est que on a vu dernièrement qu'il y avait une enquête du FBI qui avait été ouverte sur la question des liens entre le M23 et le Rwanda, et il est apparu le nom encore une fois de plus, le nom de M. Azaria Jouberoa est apparu dans cette enquête du FBI. Bon, il nie avoir des liens avec ces groupes M23, mais comment expliquer que le même Azaria Jouberoa, il s'est retrouvé en 2004-2005, après les accords de Sun City, en charge de la sécurité du Congo, et que c'est pendant toute cette période-là, M. Mutebouji et M. Nkunda ont massacré des populations congolaises, et lui, il n'a jamais arrêté ces personnes. Donc, ce sont des éléments qui méritent aujourd'hui un vrai débat au sein des institutions congolaises. Et moi, j'encourage les autorités congolaises et les Congolais à ouvrir ce débat, de ne pas avoir peur, parce que c'est beaucoup de personnalités de ce profil-là sont aujourd'hui dans l'appareil politique et militaire de la RDC. Vous vous souvenez aussi que M. Kagame, à un moment donné, avait dit que quand on lui disait que est-ce qu'ils collaboraient avec le M23 et d'autres groupes armés au Congo, il a dit que au sommet de l'État, la collaboration au sommet de l'État avec le Rwanda est étroite. Il l'a dit publiquement. Et donc, quand on dit cela, ça signifie que pour lui, l'infiltration de ces hommes se situe jusqu'à la tête de l'État congolais. On a vu un des anciens conseillers du président Tshisekedi récemment arrêté et qu'il était soupçonné par des Congolais d'être un élément, un poisson pilote de Paul Kagame au sein du pouvoir. Je pense que tous ces éléments-là, mis les uns à côté des autres, méritent aujourd'hui que les gens questionnent l'état des institutions de la République du Congo dans le jeu que le Rwanda est en train de porter, à la fois sur le plan politique et à la fois sur le plan militaire. Vous faites bien d'avoir cité aussi M. Bisengimana, que j'ai connu à Kinshasa, j'étais encore jeune. Eh bien, je pourrais aussi en dire plein de choses. S'agissant des discriminations contre les Rwandais, franchement, j'ai vécu quand même au Congo, j'ai passé plusieurs années à Kinshasa avec mes camarades congolais, beaucoup de Congolais d'origine Tutsi et Hutu du Nord Kivu. Et je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu de discrimination dans ce pays-là. Les Congolais sont des gens très hospitaliers qui nous ont reçus comme des frères du début jusqu'à la fin. Tout ça a commencé justement avec ces guerres, il faut le dire. Lorsqu'on provoque une sorte de haine de la part de quelqu'un qu'on persécute, qu'on tue, dont on tue les enfants, dont on viole la femme et les filles, ensuite on s'étonne qu'on soit détesté. Ce n'est pas la faute des Congolais s'il y a aujourd'hui une détestation contre nous, les Rwandais. C'est la faute au président Kagame et à son régime
qui a provoqué, qui a humilié, qui a assassiné, qui a massacré les Congolais. Donc, et puis quand vous y regardez de près, quand on parle de discrimination, ça veut dire qu'il y a une population qui est minimisée, qui est discriminée, qui n'a pas de postes dans l'administration, dans les domaines dans les instances politiques ou ailleurs. Or, ce n'est pas le cas. Sans devoir faire beaucoup de mathématiques, avec un coup d'œil, on peut se rendre compte que les Tutsis du Congo, qui ne constituent vraiment qu'une petite minorité de l'ensemble des 100 millions de Congolais, eh bien, c'est probablement, si on parlait en termes de tribu ou d'ethnie, ce serait la tribu la mieux représentée dans les instances officielles du Congo, dans le gouvernement, à l'armée, à la police et ailleurs. Donc, tout ça, c'est ce qu'ils nourrissent en fait une volonté de dominer les autres. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dans votre livre, on voit tout de même comment les Congolais ont subi tout ça. Et ça se poursuit aujourd'hui. Nous avons le M23 dans le nord Kivu. Nous avons Red Tabara dans le sud Kivu, Red Tabara qui vient du Rwanda. Est-ce que vous pensez qu'il y a une suite logique entre le RCD, le CNDP, le M23-1 et la guerre actuelle, une guerre d'agression, je le répète, ce n'est pas le Congo qui a agressé le Rwanda, c'est le Rwanda qui a envoyé des troupes et qui a créé des rébellions pour occuper une partie du territoire congolais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une logique entre Bien sûr. ces événements, Bien sûr. Vous savez, moi, je finis aujourd'hui, après plus de 20 ans de travail et d'échanges avec beaucoup de personnes dans la région, il n'y a pas de M23, il n'y a pas de CNDP, il n'y a pas de... ce sont des troupes rwandaises. Ce sont des troupes rwandaises qui sont en train de provoquer l'instabilité au Congo, qui organisent l'extermination des populations congolaises. On a injecté des éléments venant du Rwanda dans l'armée congolaise pour commettre les mêmes massacres que ces gens commettaient déjà en tant que miliciens. Donc, puisque la période 2004-2005, à quoi est-ce qu'elle a consisté? Elle a consisté à faire ce qu'on appelle le programme DDR, de désarmement, démobilisation, réinsertion. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec ces programmes? Moi, j'ai eu les rapports de l'Union européenne, j'ai rencontré des officiers qui ont piloté ces opérations de mixage, de désarmement, etc. Il est clairement établi que les personnes qui étaient recrutées pour être mixées, qui venaient des groupes de ces groupes dits de rébellion, étaient des Rwandais, et des Rwandais et des gens qui venaient du Burundi, qui étaient injectés là-dedans. Et personne ne leur a demandé leur pièce d'identité, on n'a rien demandé, on les a introduits dans l'armée des FARDC comme si c'était des Congolais. Et on a dû constater que à différents endroits, et ça c'était la question que les Congolais se posaient, comment se fait-il que les FARDC se trouvent quelque part, et à cet endroit où il y avait les FARDC, on massacre les populations et les FARDC ne font rien. Le problème, c'est que ce n'étaient pas les FARDC qui étaient envoyés à ces endroits. C'était les éléments rwandais qui avaient été mixés dans les FARDC, qui étaient déployés dans cette région et qu'on envoyait dans les régions de l'Est. Et ce sont ces mêmes individus qui laissaient massacrer les populations congolaises par leurs alliés qui se trouvaient dans le camp des rebelles, mais qui étaient des troupes rwandaises. Donc, si vous voulez, les troupes rwandaises étaient à la fois au sein des FARDC et en même temps dans la rébellion. Donc, il est évident que le plan de Kagame, qui consiste, comme je l'ai dit, à s'emparer des terres, à piller les richesses, à exterminer les populations pour les faire remplacer par d'autres, et à chercher à prendre le pouvoir à Kinshasa, bon, ils ont introduit beaucoup de gens au sein de l'Assemblée nationale. Ils ont introduit des gens dans la police, dans les services de renseignement. Ils ont introduit des gens partout. Aujourd'hui, quand vous interrogez les Congolais vous disent, nous ne pouvons pas parler de la stratégie de notre pays. Vous vous rendez compte? Il y a des discussions qui concernent la sécurité de l'État. Les gens sont obligés d'aller en parler en privé parce qu'il y a des oreilles qui sont au sein de l'appareil sécuritaire qui vont rapporter le soir des rapports à Kagame au Rwanda. Les Congolais en sont là. Pour les gens qui ne savent pas, les Congolais ne peuvent pas le dire, mais moi, je peux me permettre de le dire parce que, effectivement, des gens qui oseraient dire cela au Congo vont être assassinés. C'est de ça dont il est question. Donc, il faut que les gens comprennent que la stratégie de Kagame n'est pas une stratégie qui consiste simplement à faire des incursions sur le plan militaire. Non.
c'est de s'emparer de l'appareil politico-militaire congolais pour dominer le Congo, pour contrôler le Congo, et pas seulement le Congo, les pays d'à côté, puisqu'ils ont maintenant aujourd'hui des troupes en République centrafricaine. Dans le même temps où on signe on vient d'abord comme une force de maintien de la paix. Vous avez été un très grand diplomate, vous savez très bien que le Rwanda n'a pas les moyens aujourd'hui de financer une mission de la paix, parce que les missions de la paix coûtent extrêmement cher. Donc, si le Rwanda n'a pas déjà un budget suffisant pour s'occuper de ses populations au Rwanda, ce n'est pas les moyens pour financer une mission de paix que l'État rwandais peut avoir pour soutenir pendant des années. Donc, comment expliquer qu'ils arrivent en République centrafricaine comme une mission de la paix, se transforment après et ils créent un rapport de coopération militaire avec la RCA. Aujourd'hui, on a à un moment donné, on avait les éléments de la mission de la paix venant du Rwanda en RCA et les éléments de la coopération bilatérale entre la RCA et le Rwanda en RCA. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont également en République du Congo-Brazzaville pour acheter des terres. Le parti de Kagame a acheté des terres là-bas, 12 000 hectares de terres. Mais c'est pourquoi faire? Comment un petit pays comme le Congo peut avoir autant de moyens pour faire autant de choses et les gens ne se posent pas de questions? Est-ce que je peux vous compléter sur le sujet du budget, notamment pour la République centrafricaine, parce qu'il y a eu une explication donnée officiellement et publiquement par Paul Kagame dans un discours où il était devant les autorités rwandaises. Il disait, on se pose souvent la question de savoir comment nous finançons tout ça. Eh bien, il a expliqué. Il a dit, en donnant l'exemple de la République centrafricaine, il a dit, nous avons deux volets. Nous avons la coopération, une coopération multilatérale qui passe par, bien sûr, les Nations Unies. Et nous avons aussi un volet relevant de la coopération bilatérale. Alors, il a dit que sur le plan budgétaire, que c'était très simple, a-t-il dit, que les salaires payés aux militaires envoyés au titre de la coopération internationale, donc de l'ONU, le salaire est coupé en deux et la deuxième moitié du salaire sert à financer ceux envoyés au titre de la coopération bilatérale. C'est clair comme l'eau de source. Et Paul Kagame a expliqué ça. En fait, c'est la même chose au Mozambique. Et partout où ils prennent. Ils envoient beaucoup de militaires et ils demandent, écoutez, au lieu de 300, permettez-nous d'envoyer 500, envoyons 1000. Parce que c'est une question d'argent. Paul Kagame a expliqué ça. Sans complexe, hein, il a expliqué. Nous sommes tous tombés de très haut, mais on savait plus ou moins que ça se passait de telle manière. Mais, eh bien, pour vos prochaines recherches, sachez ça. Essayez d'en savoir plus, peut-être du côté du Centrafrique. On dit le Centrafrique. Moi, avant, j'habitais au féminin. C'est comme ça qu'il a expliqué Paul Kagame. C'est facile, hein? Mais en même temps, c'est une escroquerie internationale. Mais pour Paul Kagame, c'est une pratique tout à fait normale. Tout à fait. Et c'est quand je parle de l'omerta de la communauté internationale, c'est à dessein parce que, évidemment, tout le monde sait que le Rwanda est alimenté depuis 1994 par des ressources extérieures. Les financements extérieurs, je ne sais pas à combien peut s'élever objectivement la dette du Rwanda aujourd'hui. Je crois que les Rwandais sont endettés au moins sur 2 ou 3 générations après Kagame. Parce que les sommes d'argent qui ont été englouties au Rwanda depuis 1994 par la Banque mondiale, l'Union européenne, les associations dites humanitaires, tout le monde a mobilisé des fonds colossaux pour déverser au Rwanda, mais ce n'était pas pour sauver les Rwandais, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Vu aujourd'hui que beaucoup de Rwandais vivent très largement en dessous du seuil de pauvreté, ce ne sont pas les immeubles que les gens voient à Kigali qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui tous les Rwandais sont devenus riches et que tous les Rwandais mangent à leur faim. Non, pas du tout. Les gens, vous êtes bien placés pour savoir que les Rwandais aujourd'hui meurent de faim, mais tout cet argent qui a été englouti au Rwanda, mais il serait quand même à un moment donné utile que la communauté internationale
diligente des enquêtes et cherche à savoir ce que cet argent, à quoi cet argent a servi. Et je crois que les enfants ou les petits-enfants rwandais qui, quand Paul Kagame sera vieux, qui sera plus en situation de pouvoir gouverner et qui vont gouverner dans ce pays, vont se retrouver avec des dettes qu'ils devraient rembourser du fait de tout cet argent qui a été alloué au Rwanda et dont on ne sait exactement à quoi il a servi. On peut comprendre aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe à l'est du Congo, en République centrafricaine, etc. On peut comprendre aussi à quoi cet argent a servi. Et ce que vous venez d'évoquer au niveau des militaires, ça mériterait au minimum une commission d'enquête des Nations Unies parce qu'il s'agit de fonds qu'on dit de la communauté internationale, de la communauté internationale, c'est-à-dire que c'est des fonds publics au niveau international qui sont mis à la disposition du Rwanda. Ça mériterait au minimum une enquête des Nations Unies sur cette histoire, sur cette gestion. Quand vous dites que les Rwandais sont pauvres, en dessous du seuil de... Bon, moi, je ne vais pas le nier, bien naturellement, mais essayez d'expliquer cela à Patrice Talon et au général Doumbouya de Guinée, parce que Kagame, pour eux, c'est un héros. D'ailleurs, un héros qui mérite que le Congo lui remette ses terres. Il a réclamé des terres congolaises en disant que ce sont les Belges qui avaient cédé une partie du territoire congolais actuel, plutôt rwandais actuel, au Congo, et que donc il faut que ces terres soient remises au Rwanda, et que c'est en partie les raisons de cette guerre, en fait, la guerre du Nord Kivu et de toute la côte est du Congo. C'est expliqué en peu de mots, eh bien, au Bénin, à Cotonou. Et puis quelques jours après, on le voit, Kagame, avec son homologue Doumbouya du Guinée. Eh bien, est-ce que vous pensez que nous n'avons pas beaucoup de travail à faire, notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest, et même d'ailleurs quelques pays d'Afrique centrale et australe? Mais évidemment, le problème, c'est que, il y a beaucoup d'Africains et même d'Occidentaux qui ne s'intéressent pas beaucoup à la géopolitique. Et donc, ils regardent des choses par de façon séquentielle comme ça, par morceaux, et ne voient pas le lien qu'il y a entre tout ça. La Guinée, Sékou Touré, pour ceux qui sont un peu plus âgés, la Guinée actuelle, Afrique de l'Ouest, est un pays minier très important et qui a des ressources minières colossales. Et Kagame et je dirais, en matière de ressources minières, il est un peu glouton. Et tous les pays qui sont des pays qui ont des ressources minières et pétrolières, sont arrivés en République du Congo, Congo Brazzaville, procèdent de la même logique. Donc, il a compris très vite. Et ça, ce n'est pas seulement lui. C'est-à-dire que les gens ont oublié que sous M. Alpha Condé, le conseiller personnel de M. Kagame, qui est l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, était le conseiller également de M. Alpha Condé, avec M. Bernard Kouchner, qui avait quasiment pris leur quartier à Conakry. Et donc, ils ont en quelque sorte ouvert ou entrouvert les portes à Kagame à Conakry, ce qui a permis maintenant à Kagame d'aller s'installer, conforter ses positions à Conakry. Donc, l'officier qui est actuellement le président guinéen actuellement, qui a l'air d'être fasciné par Kagame, ne sait pas exactement qui il est. Et si il faisait l'effort de lire et de s'interroger ou d'essayer de comprendre qui est effectivement Kagame, il comprendra que, la personne qu'il considère un peu comme une référence, c'est peut-être pas la bonne personne qu'il faut considérer comme une référence sur le plan militaire. Le président guinéen m'aurait dit que une de ses références sur le plan militaire, c'est lui qui le fascinait, Thomas Sankara, j'aurais compris. Mais dire que Kagame le fascine, c'est un peu troublant pour moi. C'est la même chose à Cotonou, parce que quand il va à Cotonou, dire ce qu'il est allé dire à Cotonou concernant le Congo, il sait très bien que Cotonou, c'est un petit pays, mais le problème, c'est que Cotonou, c'est un pays important sur le plan stratégique en Afrique de l'Ouest. Et donc, prendre pied à Cotonou en essayant de se faire passer pour quelqu'un qui peut lutter contre le terrorisme ou qui peut aider. Mais moi, je connais des officiers béninois qui ont été formés de longue date, qui ont
été formés dans de très grandes académies militaires. Le Bénin n'a pas besoin de Kagame pour assurer sa sécurité. Ça, il faut que les Béninois le sachent. Ils n'ont pas besoin de Paul Kagame ni de ses hommes pour assurer la sécurité de leur pays. Avant Kagame, est-ce que les Béninois n'étaient pas protégés? Avant Kagame, est-ce que les militaires béninois n'ont pas assuré la défense de la sécurité de ce pays-là, y compris dans la lutte contre le terrorisme? Moi, j'ai travaillé sur les questions de terrorisme et je suis bien placé pour savoir que l'armée béninoise a beaucoup aidé les pays du bassin du lac Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Donc, quel est l'intérêt quelle est la plus-value ou qu'est-ce que Kagame peut apporter aujourd'hui qui peut justifier cette fascination à son endroit en Afrique de l'Ouest? Donc, je pense que les Africains en Afrique de l'Ouest ont besoin de s'informer, ont besoin de connaître, de revenir. Il faut qu'ils reviennent étudier les dossiers de la région des Grands Lacs pour comprendre et se faire une idée très précise et très claire de ce qu'est Kagame. Et je pense que cette émission, si elle peut y contribuer, ce serait tant mieux. Vous savez, il y a des choses qui peuvent rapprocher les gens. Il y a notamment la fameuse crypto-monnaie qui est un point de confluence entre le président Kagame, le président centrafricain, Patrice Talon, le président comorien et certains autres. Et même aujourd'hui, on dit le président zimbabwéen il a adhéré à ça. Ils sont en train de constituer un groupe qui font la promotion de la crypto-monnaie. Dans quel intérêt? Est-ce que c'est pour l'intérêt des pays africains ou alors c'est une nouvelle mafia qui est née? Je vous suggère, vous qui êtes un grand enquêteur, de vous intéresser, de savoir comment ça se passe, comment ces chefs d'État, et on voit vraiment il y a un rapprochement, une fraternisation, un rapprochement très sensible entre les chefs d'État qui sont dans ce projet de crypto-monnaie. Allez nous expliquer ce que ça veut dire. Personnellement, je connais un peu, mais pas trop assez pour savoir pourquoi. Ce que je sais, c'est que la femme de Paul Kagame, Madame Jeannette Nyiramongi, serait très proche des autorités centrafricaines, justement à cause de la crypto-monnaie, et aussi de Patrice Talon du Bénin. Voilà, alors, vous savez, actuellement, l'Afrique est à un tournant sur le plan de la politique intérieure, parce que il y a une effervescence de la jeunesse africaine autour des changements politiques, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus avoir ces régimes de dictature ou ces régimes autocratiques qui étouffent en quelque sorte le dynamisme dans leur propre pays. Donc, il y a une grande partie de la jeunesse africaine qui ne supporte plus cela. Il y a aussi le fait que certains dirigeants africains qui sont aux affaires et qui ont été un peu surpris par les bouleversements avec la guerre en Ukraine, dans les années 90, la situation était un peu différente parce que c'était des anciens régimes qui étaient en train qui étaient en train de vivre cette mutation. Mais la deuxième vague, la mutation qui arrive ces derniers temps avec la montée en puissance de la Chine, de la Russie et d'autres pays, fait que les dirigeants de l'Afrique francophone en particulier sont un peu perdus dans leur positionnement, et Kagame apparaît dans cette configuration comme un élément important qui peut justifier effectivement qu'on puisse s'intéresser à lui. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kagame fait partie du plan de l'ancien monde, du vieux monde qui a soutenu les déstabilisations, qui soutient les déstabilisations, etc. Il ne peut pas être la solution, non seulement pour son pays d'abord, mais encore moins pour les pays voisins et encore moins pour les pays africains en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut savoir que on dispose aujourd'hui d'un bagage de connaissances et surtout d'un niveau de réflexion qui peut permettre effectivement à ces pays d'avoir d'autres alternatives ou une autre lecture que celle que Kagame tente de venir leur imposer en leur faisant miroiter ou en faisant croire qu'il est la référence ou il est devenu la référence dans le continent. Alors, vous l'avez dit, nous avons parlé jusque-là des relations entre Paul Kagame et certains pays amis à Kagame, mais on est obligé aussi de constater que il y a une autre organisation, l'Union africaine, qui a tendance à devenir un machin, comme De Gaulle avait dit des Nations Unies, de l'ONU, que l'ONU était un machin. Aujourd'hui, Paul Kagame va à Cotonou, ou alors quand il est à Kigali, réclame et revendique l'appartenance des territoires congolais au Rwanda.
et l'Union africaine se tait. Les pays membres de cette organisation ne disent pas un seul mot pour essayer de calmer Paul Kagame. Le président en exercice de l'Union africaine ne dit rien. Le secrétaire général de l'époque, qui s'appelle aujourd'hui président, le président de la commission de l'Union africaine, silence. Est-ce que vous pensez que l'Union africaine mérite bien ce nom de machin? Pourquoi, par exemple, après le discours de Cotonou, le président Paul Kagame n'a pas été, j'allais dire, corrigé ou remis en place par le président en exercice? Sauf que quelque temps avant, il était allé le voir à Moroni, le président des Comores, pour en faire un nouvel ami. Vous savez que ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, il y aura même un principe du respect de l'intangibilité des frontières hérité de la colonisation. Cela relève de plusieurs résolutions de l'unité africaine ex-OUA qui complétaient la charte de 63 de l'Union africaine ex-organisation de l'unité africaine. Mais, une fois encore, l'OUA, l'unité africaine actuelle, ne dit rien pour faire respecter ce principe. Est-ce que l'Union africaine, pour vous, peut faire quelque chose en RDC, parce que c'est de la RDC qu'il s'agit? Ou alors la RDC, est-ce qu'elle peut introduire une requête auprès de l'Union africaine avec succès? Oui, je pense que l'Union africaine est en capacité de faire quelque chose. Mais je devrais dire que il appartient aux autorités congolaises d'être très, très offensives sur le plan, pas seulement diplomatique, mais que les demandes, la formulation des demandes des autorités congolaises auprès de l'Union africaine soit suffisamment forte, que les demandes soient fortes, soient claires et soient suffisamment médiatiques pour que, eh bien, une fois que l'Union africaine va être saisie, je pense que actuellement le président en exercice vient juste d'arriver, le temps de déposer ses bagages et de voir la réalité de tout ce qui se passe. Je pense qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être faites. Mais il appartient justement aux autorités congolaises de ne pas rester en retrait, de ne pas laisser le champ libre à Kagame de faire des déclarations comme celles qu'il a pu faire à Cotonou, sans saisir en urgence l'Union africaine et de façon forte, de manière à ce que la diplomatie que les autorités congolaises peuvent déployer au sein de l'Union africaine, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont en situation d'aider aujourd'hui les autorités congolaises à saisir l'Union africaine pour que des décisions ou des résolutions soient prises vis-à-vis des dernières déclarations du président Kagame. Mais ça, les gens ne peuvent pas s'auto-saisir et désigner des choses. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas longtemps, M. Kagame a présidé quand même cette organisation qui est l'Union africaine. Et donc, il a également des amis au sein de cette organisation. Donc, on est dans une situation, encore une fois de plus, de rapport de force. Et il faut que les Congolais donnent un rapport de force qui leur est favorable, qu'ils essayent de s'imposer dans ce jeu-là et dans ce rapport de force-là pour que leurs doléances soient entendues et que les Congolais mettent l'Union africaine en mouvement